Eh ben, c'est super. Eh ben, d'abord, merci de me donner la parole. Donc, moi, je suis pneumologue, oncologue au CHU de Rouen et je co-anime avec Bérangère. Enfin, c'est surtout Bérangère qui anime avec toute l'équipe, l'UCOG. Et moi, donc, sur le versant oncologie et ex-Haute-Normandie. Voilà, mes liens d'intérêt. Et donc là, on va s'intéresser finalement aux preuves qui sous-tendent l'efficacité, enfin qui s'intéressent à l'efficacité de la démarche d'oncogériatrie. Et donc en fait, le niveau de preuve, c'est-à-dire un peu la robustesse de toutes ces preuves et la confiance qu'on peut avoir dans ces preuves, ben, il est peut-être pas très bien connu. Et c'est notamment peut-être pour ça que l'implémentation de l'oncogériatrie n'est pas aussi large qu'on le voudrait. Alors je me demandais, du coup, pour vous, est-ce que ce niveau de preuve, il est vraiment très faible et à la limite, on peut remballer le webinaire, ou vraiment extrêmement élevé et tout le monde devrait le faire tout le temps, partout, et voilà, avoir une idée de votre avis. Je sais pas si moi, je vois l'échantillon, mais je sais pas comment ça apparaît pour le reste. Voilà. Alors, on a 6 réponses. On a perdu pas mal de monde, hein, pendant la pause, mais c'est aussi qu'il commence à être un peu tard. Euh, Bon, on va afficher. Ah mince. Je sais pas comment on voit les résultats, Poppy. Oui, moi je les vois. Tu les vois déjà. Détail Ok. de la réponse. Donc sur nos 6 réponses, tout le monde a voté 4. Ah bah, c'est Donc pas mal. on est pas C'est pas mal. mal. Et en effet, bah, le niveau de preuve, il est quand même élevé. Et il y a notamment une dizaine d'essais cliniques qu'on dit randomisés, c'est-à-dire qu'on a réparti les participants à l'essai clinique dans différents bras de manière aléatoire et qu'on a comparé ce qui se passait dans ces différentes attitudes. Donc c'est finalement le plus haut niveau de preuve qu'on peut avoir quand on mène une étude. Et puis après, il y a un niveau de preuve encore supérieur qui est d'utiliser les résultats en poulant plusieurs essais randomisés. Mais pour ça, c'est compliqué parce qu'il faut que les critères soient très proches quand même. Et donc, c'est plus difficile. Et il y a notamment donc une étude française qui s'appelle ESOGIA. Donc dans cette dizaine d'essais cliniques, on ne va pas toutes les détailler bien entendu. Les plus importants, vous les avez ici. Le plus ancien, donc c'est l'essai français, ESOGIA, donc je vais vous présenter brièvement. Et puis vous avez toute une liste d'autres. Je ne vous parlerai pas de coach qui est sur un critère un petit peu moins robuste. Et puis il y en a deux ou trois autres qu'on n'évoquera pas forcément, mais on peut le faire si vous avez des questions. L'essai ESOGIA, donc je vous l'ai dit, c'est une étude française et puis c'est une étude qui s'intéresse au cancer du poumon. Donc ça fait deux bonnes raisons pour moi de vous en parler. Donc ça date déjà un petit peu, hein, et l'objectif, bah, c'était de montrer, enfin en tout cas de questionner l'intérêt de l'évaluation gériatrique pour l'attribution de la première option de traitement dans le cadre du cancer bronchique métastatique. Donc ça, on s'intéressait à des patients de plus de 70 ans qui avaient donc un cancer métastatique, qui avaient un performance status entre 0 et 3 et qui devaient débuter un traitement pour le cancer. Les patients étaient donc répartis de façon aléatoire entre deux groupes, un groupe standard où l'oncologue, pneumologue choisissait le traitement en fonction de son évaluation à lui, et donc notamment en fonction du performance status, hein, du stade OMS, on peut dire aussi, ou de l'écog. Et puis, c'était suggéré que voilà, chez les moins de 75 ans, avec un ECOG 0,1, on faisait une double chimiothérapie, qui était le standard à l'époque, le carboclatine docetaxel. Chez les patients les plus altérés, ben, on faisait uniquement des soins de support. Et puis, entre deux, on faisait une chimiothérapie avec du docetaxel tout seul. Et dans le bras expérimental, bah, les traitements étaient à peu près les mêmes, hein, mais on se basait vraiment sur l'évaluation gériatrique pour choisir et non pas sur l'évaluation standard du médecin prescripteur.
Donc, le critère principal, c'était un critère un peu compliqué. C'était le taux d'échec à 3 mois, qui était un critère composite un peu difficile. Et donc, sur ce critère-là, il n'y avait pas de différence significative. Et même, il y a eu une crainte que ce soit un peu moins bien dans le bras de l'évaluation gériatrique, mais c'est vraiment lié à la définition du critère qui était probablement pas excellent. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'il n'y avait pas de différence en termes de survie des patients, mais par contre, il y avait nettement moins de toxicité sévère parmi les patients du bras qui avaient bénéficié de l'évaluation gériatrique. Et donc, ça, c'était un premier indice quand même pour dire que cette évaluation, elle a un intérêt, elle permet de limiter les toxicités sans altérer la survie des patients âgés fragiles. Et donc, c'est un premier élément de preuve important. Dans les années ont suivi, on a eu d'autres essais qui essayaient de montrer que non seulement l'évaluation initialement, mais aussi les interventions qu'on peut en tirer apportent un bénéfice. Et donc notamment l'essai qui s'appelle GAIN, qui était également un essai donc randomisé avec dans le bras standard donc une évaluation gériatrique qui était réalisée, mais dont les résultats étaient envoyés à l'oncologue, mais sans plan d'intervention et surtout sans le support d'une équipe donc aux gériatries pour des éventuelles interventions. Donc c'est l'oncologue qui faisait ce qui lui semblait pertinent au regard de cette évaluation gériatrique. Et dans le bras expérimental, il y avait toute une prise en charge avec un plan d'action bien déterminé et une équipe spécialisée qui intervenait. C'est une étude sur 600 patients qui a été menée dans un seul centre, un centre qui est très spécialisé, et la limite d'âge était à 65 ans. C'est pas tout à fait quand même la vie réelle d'aujourd'hui, mais c'est ce qu'on a comme essai. Donc, dans le plan d'action, c'est ce qu'on va retrouver dans plusieurs études, hein. Il y avait effectivement, en fonction des fragilités identifiées, des plans d'action donc de kiné, de mise en place d'aide à domicile, d'activités plutôt cognitives sur la mémoire, sur le soutien des aidants, etc. La nutrition, bien sûr, la révision d'ordonnances, le soutien social et le soutien psychologique, et puis des conseils et de la kiné pour le risque de chute, et puis une revue des psychotropes qu'on retrouve aussi sur la révision d'ordonnance. Donc euh, voilà, un plan qu'on peut dire optimal, en tout cas, ou tel qu'il est écrit là. Et on voit que une fois que le plan était défini sur la base de l'évaluation gériatrique, bah, dans 77% des cas, il a effectivement été mis en œuvre de façon fidèle. Donc le résultat de cette étude, ben, c'est un petit peu comme dans l'étude des OGA, c'est-à-dire que l'implémentation de cette évaluation associée à un plan d'action diminue fortement les toxicités sévères, donc les toxicités TAR 3 ou plus. C'était vrai pour les toxicités hématologiques, vous voyez, divisé quasiment par deux, mais aussi pour les toxicités non hématologiques. Donc ça, c'est important. Et tout ça en maintenant une survie globale, vous voyez, qui est similaire. Donc on n'altère pas la survie, mais on réduit fortement les toxicités. Donc c'est exactement ce qu'on veut faire, ou en tout cas, c'est un objectif quand même très important. Il n'y avait pas d'effet vraiment notable sur les visites aux urgences ou les hospitalisations, mais ça, c'était des critères secondaires. Alors, le gros défaut de cet essai, c'est simplement qu'il est mené vraiment dans un centre très expert et avec des moyens humains très importants. Et donc, l'applicabilité est difficile enfin, à juger, mais en tout cas, ça nous donne un élément de preuve indiscutable de l'intérêt de cette prise en charge. Dans un contexte plus, donc aux États-Unis ils disent communautaire, c'est-à-dire en dehors des centres vraiment de recours, de deuxième recours, on va dire même presque, il y a cette étude, donc GAP 70, qui s'intéresse à des patients donc un petit peu plus âgés, puisque là c'était 70 ans ou plus, des patients également un petit peu plus fragiles, puisqu'ils devaient déjà avoir au moins un critère de fragilité. Et puis surtout, c'est une étude qui a été menée donc, dans une quarantaine de centres qui eux-mêmes pouvaient comprendre plusieurs oncologues.
Le principe était à peu près le même. On comparait donc des patients pris en charge dans des centres où les soins étaient réalisés de façon habituelle. Il y avait une évaluation gériatrique, donc ça permet de bien typer les patients qui ont été inclus, mais elle n'était pas communiquée à l'équipe qui prenait en charge le patient, sauf bien sûr dans les cas vraiment graves. Donc s'il y avait par exemple une dépression sévère ou des choses comme ça, là c'était communiqué, mais s'il n'y avait pas d'urgence à prendre en charge, c'était pas communiqué. Et puis dans le bras intervention, bah, à l'inverse, le résumé de l'évaluation gériatrique était transmis, accompagné d'une liste de recommandations pour la prise en charge des fragilités. Et ensuite, par contre, l'équipe localement était libre de faire ces traitements. Donc, c'est une étude en cluster, c'est-à-dire qu'on randomise les centres et pas les patients. Euh, En termes de faisabilité, c'est plus simple et surtout pour ce type d'études. Parce que sinon, il y a un biais en fait dans l'apprentissage de l'oncologue qui va prendre en charge le patient. Donc, je vous l'ai dit, c'est à peu près plus de 70 ans, et en l'occurrence, je crois que la médiane était à 76, et au moins un critère de fragilité. Il y avait plusieurs types de cancers inclus, dont voilà, un quart de cancer du poumon, 10% de cancer du sein. C'était assez varié, et beaucoup de cancer colorectal également. Voilà les aires qui étaient concernées par les plans d'action un peu type proposés. Et puis dans le bras contrôle, donc, je vous l'ai dit, pas de recommandation particulière. Là aussi, donc, le résultat principal, bah, c'est une réduction importante des toxicités sévères. Donc, vous voyez, 20% en valeur absolue. Donc, dans un cadre différent de celui de l'étude précédente et un cadre beaucoup plus facile à extrapoler, donc qui correspond tout à fait à ce qu'on voit, nous, dans le quotidien en France. Donc, ça fait partie des points forts de l'étude. Euh, la petite chose, c'est qu'il y avait un certain déséquilibre dans les populations, puisque je vous ai dit, la répartition entre les deux bras se faisait pas aléatoirement sur chaque patient, mais aléatoirement sur chaque centre. Or, ben, qui dit un centre dit une zone géographique et donc dit aussi une population et des critères socio-culturels, socio-professionnels différents. Et donc, il y avait un petit déséquilibre, et notamment dans le bras standard. En fait, il y avait davantage de populations afro-américaines et avec un niveau social un peu moins élevé, avec des ressources financières moins élevées concrètement. On est aux États-Unis, donc c'est important aussi pour la prise en charge de la santé, encore plus que chez nous. Donc voilà, c'était ça le défaut de cette étude, mais bon, je pense pas que ça puisse expliquer quand même 20% de toxicité sévère en moins. Là aussi, il n'y avait pas de diminution de la survie, hein, c'est quand même important de toujours vérifier. Vous voyez, on est entre 72 et 74% dans les deux groupes. Une autre étude menée également aux États-Unis, non, en Australie, pardon, celle-ci. Donc, l'idée était à peu près la même. On randomisait les patients, par contre. C'était dans trois hôpitaux de recours quand même, même si les hôpitaux. Ça correspond plus à la situation française, c'est-à-dire c'est l'équivalent de CHU, mais de CHU qui ont une activité dans leur bassin de population, et donc ils font du soin à la fois primaire et secondaire. Ils font pas que du recours, du deuxième recours, quoi. Et l'idée est la même, les patients étaient donc attribués à deux stratégies de façon aléatoire. Le bras standard, c'était donc une évaluation par l'oncologue euh, et son équipe standard, sans intervention d'une équipe d'oncogériatrie, et la prise en charge standard. Et le bras expérimental, bah, c'était à la fois l'évaluation initiale, mais aussi les interventions, le suivi conjoint et le suivi des interventions. Donc là, on va même encore plus loin que dans les études précédentes où on définissait simplement un plan d'action qui était ou pas suivi et qui était ou pas accompagné de moyens et qui n'était pas forcément réévalué et réadapté au cours de la prise en charge. Là, on a vraiment
ce qu'on aimerait pouvoir proposer à tous nos patients, c'est-à-dire une évaluation spécialisée, un plan d'intervention qui est réévalué régulièrement et avec un vrai dialogue entre l'oncologue et le gériatre tout au long de la prise en charge du patient. Donc ça, c'est vraiment le top du top. Et donc, hop, pardon. Ça a concerné donc 154 patients, donc ça paraît pas énorme, mais vous verrez que ça a suffi à avoir des résultats intéressants. Des patients de plus de 70 ans qui avaient un cancer solide et qui devaient débuter un traitement par médicament. Euh, on avait exclu évidemment les patients trop sévères, c'est-à-dire les démences sévères ou les patients qui avaient un pronostic vraiment très altéré, mais de toute façon, ils sont généralement pas ceux à qui on propose des traitements systémiques. Le critère principal, c'était la qualité de vie. Donc, ce n'était pas les toxicités en tant que telles qu'on peut juger de façon euh, plus ou moins importante et puis qui varient beaucoup en fonction des traitements, en fonction des types de cancers, etc. et surtout des types de traitements. Là, on s'intéresse vraiment à la qualité de vie, qui est évaluée avec des échelles validées. Et puis, dans les critères secondaires, bah, il y a le taux d'hospitalisation. Un autre critère qu'on ne voyait pas trop dans les essais antérieurs, mais qui est important, ou en tout cas du point de vue de l'oncologue, qui est le fait de réussir à faire le traitement qu'on a décidé. Donc là, il parle de complétion de la chimiothérapie. C'est en fait, c'est pas que pour la chimio, c'est aussi pour les autres modalités de traitement. C'est en gros le pourcentage de l'intensité du traitement qu'on a réussi à faire par rapport à ce qu'on voulait faire. On regarde aussi bien sûr toujours la survie et puis les résultats des scores gériatriques qui étaient utilisés dans cette étude. Euh, donc, je vous l'ai dit, pendant le traitement, il y avait un suivi régulier, une coordination et donc une réévaluation du plan d'intervention quand c'était nécessaire. Euh, les principaux résultats donc, qui étaient évalués à 6 mois au niveau de la qualité de vie, donc vous voyez qu'il y avait une amélioration importante de la qualité de vie pour l'ensemble des patients du bras expérimental. Il y avait aussi moins d'hospitalisation non programmée. Un traitement qui pouvait être mené de façon plus satisfaisante et le tout avec une survie des patients à 6 mois similaire. Donc, finalement, tous les critères au vert et tout ce qu'on espère obtenir avec l'évaluation gériatrique de positif. D'accord. Sur les scores, il y avait également des améliorations, donc aussi bien au niveau de l'autonomie, de la nutrition, des prescriptions, et sans altérer la survie. Donc, c'est une étude qui est quand même très, très forte. L'effectif, il est modeste, mais vous voyez que comme on est sur une intervention qui est très efficace, bah, finalement, on n'a pas besoin d'avoir plus de patients que ça pour que ce soit significatif et scientifiquement robuste. Euh, voilà, le seul petit défaut, c'est la réalisation dans un contexte particulier qui est l'Australie et des centres universitaires. Mais je vous ai dit, c'est des centres qui ont quand même aussi une activité communautaire associée. Une étude assez similaire, mais cette fois dans un contexte européen, puisqu'on est au Danemark. Ils ont globalement répété une étude qui est très proche, avec le même effectif d'ailleurs à peu près, 160 patients, même principe. D'un côté, les soins oncologiques habituels, de l'autre côté, un plan d'action, une réévaluation au cours de la prise en charge et le suivi. L'originalité par rapport aux autres études que je vous ai montrées, c'est que ça s'intéresse uniquement au cancer colorectal. Euh, Comme la première étude des OGA s'intéressait uniquement au cancer du poumon. Euh, Autre point un petit peu différent par rapport à la plupart des autres études, il fallait que le patient ait déjà été identifié comme ayant eu au moins un critère de possible fragilité, en tout cas sur un des scores de dépistage, le G8 ou le GUS13 positif. L'âge médian, il était à 74 ans, bien que l'âge limite avait été mis à 65 ans, donc c'est quand même pas mal. Et le critère de jugement principal, cette fois, c'était bah, effectivement le fait de réussir à passer le traitement comme attendu.
Et donc là, sur ce critère, on a aussi une amélioration qui est importante. Vous voyez, quasiment 20% aussi en valeur absolue, avec une réduction des effets secondaires malgré tout, et pas d'altération sur la survie. Il n'y avait pas de différence non plus, par contre, sur l'hospitalisation. C'est quand même important, puisque là, on était sur des cancers potentiellement curables, et donc c'est un résultat qui était très attendu. Euh, alors, l'étude suivante, je ne peux pas vous en parler parce que c'est moins pertinent pour notre questionnement. Et la dernière dont je voulais vous parler, c'est celle-ci, c'est GeoNco Coach, qui s'intéresse également à une population européenne, puisque c'est mené en Belgique. Euh, le contexte est un peu particulier parce que, alors moi je connais pas le contexte en Belgique, mais d'après ce que j'ai lu, l'évaluation gériatrique est vraiment un standard qui est vraiment réalisé de façon très large. Et donc, en pratique, là-bas, d'après ce que je comprends, tous les patients qui ont un cancer et qui sont jugés âgés, sans qu'il y ait spécialement d'autres critères, bénéficient d'une évaluation gériatrique. Par contre, l'implémentation d'un plan d'action, l'adaptation de ce plan d'action au cours de la prise en charge, ça c'est moins standardisé, ça dépend évidemment aussi beaucoup des ressources locales. Et puis là, dans cet essai, ils testent non seulement ça, donc l'implémentation d'un vrai plan d'action, mais aussi ce qu'ils appellent un coaching du patient intensif, c'est-à-dire que il y a quelqu'un qui est chargé de vérifier régulièrement que tout va bien, que le patient continue à se bouger, qu'il ne se met pas à prendre des traitements qu'on lui avait déconseillés, etc., etc. Euh, donc c'est ça qui est résumé ici, avec des sessions, enfin oui, avec de l'éducation thérapeutique finalement, on pourrait dire, dans le contexte français, et du soutien aussi aux aidants. Donc il y avait un suivi très rapproché, mais par contre sur une période relativement brève. Là aussi, la barrière était à 65 ans, mais la médiane à 74, donc on est quand même rassuré sur l'âge des participants. Et donc, dans cette étude, l'objectif, c'était aussi la qualité de vie, mais jugée à 3 mois, donc c'est peut-être un petit peu tôt. En tout cas, on avait un effet significatif sur cette qualité de vie, avec là, c'est le score QLQC30, c'est un score qui est standardisé, donc il n'y a pas de biais particulier de ce point de vue-là. Et vous avez vu, il y a quasiment 10 points d'écart dans ce score, c'est beaucoup pour le score QLQC30, où on a des différences en général moins importantes que ça. Les résultats des critères secondaires sont intéressants aussi, puisqu'on voit que les patients donc, avaient un statut fonctionnel maintenu plus longtemps dans le bras expérimental, que l'échelle de dépression à 3 mois était significativement moins positive, si je peux m'exprimer comme ça, qu'il y avait moins de chutes également dans les 3 mois du début de la prise en charge. Voilà, les autres critères n'étaient pas significatifs, mais en tout cas, une vraie amélioration de la prise en charge des patients, et donc un intérêt à non seulement l'évaluation, mais la prise en charge du plan d'action déterminé après l'évaluation gériatrique. Alors là, je vous ai parlé des études qui vont dans notre sens, hein. Mais vous avez vu ça, enfin, je vous en ai montré 6 bon, voilà, il y en a une dizaine. L'autre étude que je ne vous ai pas montrée, Coach, a été également positive. Il y en a une autre encore que je ne vous ai pas montrée, mais dont j'oublie le nom, qui était également positive. Il y en a deux qui étaient, disons, neutres. Il n'y avait pas d'effet délétère, mais il y avait moins de certitude, en tout cas. L'étude 5C, mais qui avait un gros défaut, c'est que l'évaluation gériatrique était réalisée le jour où on commençait le traitement. Donc, bien évidemment, c'est plus difficile de moduler ce traitement à ce moment-là, puisqu'il a déjà été décidé, acté, présenté aux patients, etc. Et puis, l'étude Prognosis, qui n'avait pas non plus de bénéfice global. Ils évaluaient la qualité de vie, mais aussi les performances qui étaient mesurées par des tests physiques. Et il n'y avait pas tellement d'effets, mais c'était une population en bonne santé, si on peut dire. Donc, ils avaient peu de fragilité suite à l'évaluation gériatrique mise en évidence. Donc, peut-être pas tout à fait la population qu'on cherche à capter
dans notre contexte où on fait un premier dépistage en général avant d'engager des démarches plus lourdes. Donc ça peut expliquer pourquoi ces essais étaient non pas, voilà, montraient pas d'effet délétère, mais en tout cas pas d'effet positif non plus. Donc au global, si on résume, on a quand même l'un des critères les plus souvent retrouvés, c'est les toxicités les toxicités sévères en tout cas, qui étaient moins fréquentes quand on fait une évaluation gériatrique et quand on en applique les résultats. Donc ça, c'est retrouvé dans plusieurs études, notamment GAIN et GAP 70, mais ce ne sont pas les seuls. Et puis sur la qualité de vie, plusieurs études également positives, dont Integerate et GeOncoCoach que je vous ai présenté, et une amélioration dans la capacité à mener le traitement correctement, qui est trouvée dans plusieurs études, donc Jericho, et puis également Integerate que je vous ai montré également. Donc, alors, l'étude coach que je ne vous ai pas montré, ça, c'est un effet qui peut être intéressant aussi, mais ça montrait en fait que dans la communication entre l'oncologue et le patient, les sujets touchant à la qualité de vie, à l'entourage, il y avait aussi la rédaction des directives anticipées, etc. Ces sujets-là étaient abordés plus fréquemment et qu'il y avait une satisfaction dans les échanges plus importante des patients et des proches. Donc c'est intéressant quand même, mais ce n'était pas vraiment le sujet, le focus en tout cas de notre sujet. Dans tous ces essais, il n'y a pas de gain en termes de survie globale, ni de survie sous un traitement, mais il n'y a surtout pas d'effet délétère. Donc c'est rassurant. Alors évidemment, ce serait encore mieux si on avait un effet sur la survie globale, mais en tout cas, on a plein d'autres critères qui sont très intéressants à améliorer et qui sont améliorés. Donc ça reste globalement très positif. Euh, Ces essais ils permettent aussi de voir les facteurs qui permettent de transformer l'essai, entre guillemets, de faire en sorte que l'intervention gériatrique se traduise par un gain pour le patient, que ce soit un gain en termes de qualité de vie, de réduction de toxicité, etc. Donc, faire l'évaluation bah, le plus tôt possible dans la décision, dans le chemin finalement vers la décision thérapeutique, ça a déjà été dit, c'est une des difficultés qu'on a quand on doit débuter un traitement rapidement notamment. Faire en sorte que suite à l'évaluation, bah, il y ait des actions menées, sinon au-delà du choix du traitement anticancéreux lui-même, bah, c'est dommage de ne pas se servir de cette évaluation pour mettre en place des interventions. Bon, l'intérêt des équipes pluridisciplinaires, ça je pense que tout le monde en est convaincu, mais encore une fois, là c'est plus une question de difficulté de ressources, mais bah, plus on en est convaincu, plus on va aussi harceler nos encadrants et nos tutelles pour avoir accès à ces équipes pluridisciplinaires. Le fait d'inclure le patient et ses proches et de les soutenir tout au long de la prise en charge, et puis le fait d'implémenter les mesures de façon la plus adéquate possible. Ça paraît un peu évident, mais c'est également un résultat qui est retrouvé. Voilà, tout ça fait que donc on a un niveau de preuve quand même très élevé de l'intérêt de l'évaluation gériatrique et des actions qui en découlent sur différents critères durs, comme la qualité de vie, comme le taux de toxicité, etc. Donc des critères robustes qui sont évalués avec des, des- des mesures fiables. Et donc tout ça fait que l'évaluation gériatrique, elle est implémentée dans nos recommandations de prise en charge depuis un certain temps, donc notamment l'ASCO en 2023, suite à la plupart des essais que je vous ai montrés, là, qui ont été publiés en gros entre 2020 et 2022, a recommandé l'évaluation gériatrique pour tous les patients de plus de 65 ans qui devaient recevoir un traitement systémique, un traitement par médicament, quoi. Avec la liste des domaines à évaluer qui correspond à tout ce qui vous a été expliqué cet après-midi. Il préconise aussi d'utiliser des outils pour estimer le risque de la toxicité des traitements chez les patients qui ont été évalués. Ça, c'est vrai moi, je ne vous en ai pas parlé jusque-là, mais ça peut être intéressant. Ils insistent également sur le fait que cette évaluation, elle doit être faite précocement pour pouvoir adapter les choses ensuite.
et sur le suivi et l'application des mesures qui découlent de l'évaluation. Plus récemment, ces recommandations-là, elles ont été actualisées. Alors, il n'y a pas eu de grands résultats supplémentaires. Donc, sur le fond, elles sont similaires. Simplement, bah, ils ont essayé de rendre ces recommandations un peu plus applicables dans d'autres systèmes de soins que les États-Unis. Et donc, ils se sont intéressés notamment aux pays qui ont des ressources plus limitées. Bon, voilà, dans l'ensemble, sinon, les recommandations restent les mêmes. Voilà, et donc pour la mise en œuvre, eh bien, on reprend un petit peu tout le fil de la journée, hein, les outils de dépistage qui doivent nous amener à faire une évaluation la plus complète possible, à déterminer un plan d'action à la fois sur le traitement anticancéreux, mais aussi sur toutes les fragilités qui ont été identifiées. Donc là, c'est le rôle des actions multidisciplinaires. Et puis, très important, donc le suivi proactif et la traçabilité pour aussi que l'ensemble des professionnels de santé puissent agir en conséquence. Euh, Ça, je vais passer parce qu'on l'a déjà dit. Ça aussi. Et donc, ah oui, alors c'est là que j'avais inversé des diapos, excusez-moi, je me suis un peu perdu du coup. La conclusion, bah, je vais vous répéter la même chose, donc c'est peut-être pas la peine. J'avais prévu de vous redemander votre niveau de conviction sur le niveau de preuve, mais comme vous étiez déjà à 4, bah, j'espère que vous êtes plutôt entre 4 et 5 maintenant, mais je doute qu'on puisse gagner beaucoup. Et donc, bah voilà, maintenant il faut mettre en place tout ça. Je suis là pour les questions s'il y en a. Merci beaucoup, Florian. En tout cas, je te félicite pour la clarté de cette présentation et l'exhaustivité des données. Et effectivement, il y a peut-être moins de participants en fin de journée, mais au moins à s'enregistrer, ça pourrait être revu en replay. Et donc ça, ce sera toujours utile parce qu'il y a des personnes qui pourront effectivement profiter de cette présentation. Donc je ne sais pas effectivement s'il y a des questions ou des... Non, c'est un problème de connexion. Donc effectivement, on apprend aussi des études. C'est vrai que dans notre petite vidéo 5 minutes pour convaincre, on a essentiellement sélectionné les essais randomisés positifs, enfin on va dire. Mais effectivement, on apprend aussi beaucoup des études négatives finalement. Enfin, et quand tu as parlé des OGA, entre guillemets, c'était aussi intéressant. Oui. Globalement, c'était voilà, ce protocole et en tout cas l'intention était, était tout à fait honorable d'essayer de comprendre, d'essayer de trouver sur quels critères de fragilité il faut proposer des désescalades de traitement et quel traitement on peut proposer pour aussi préserver la qualité de vie des patients. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant de présenter des études négatives en tous les cas et ça peut aider à construire d'autres. Oui, tout à fait. En fait, ce qui est difficile, c'est aussi que, ben, après, dans chaque domaine d'organes, on va dire, Mm, ben, on discute, on est toujours hésitant à utiliser des solutions de traitement sous-optimales. mm, Et donc, parfois, il y a des essais finalement qui vont un peu à l'encontre de ça. Donc nous, notamment dans le cancer du poumon, il y a un essai qui, à l'inverse, euh, tend à dire que peut-être on sous-traite les patients âgés et qu'il faudrait leur créer des protocoles de chimiothérapie un peu plus intensifs, mais quand même pas autant que les autres. Bon, du coup, ça perturbe un petit peu le message, surtout qu'il y a en général, quand c'est comme ça, une ou deux personnes qui s'en saisissent et qui perturbent le cours des choses. Mais donc, pas toujours évident d'implémenter et puis de convaincre tout le monde, quoi. C'est vrai qu'avec les données, avec le futur répertoire, registre des cancers, pardon, le registre national des cancers, on aura probablement des données de la vraie vie aussi qui seront Ouais. intéressantes, puisque là, dans les essais randomisés, on a toujours eu des patients très sélectionnés quand même, malgré tout. Et du coup, après, de le transposer dans la vraie vie, chez des patients plus fragiles, finalement, c'est toujours un peu compliqué. Et là, on peut rencontrer des toxicités plus importantes. Donc, c'est vrai que ça pourrait être aussi une autre source, même si c'est pas, voilà, de niveau de preuve aussi élevé que des essais randomisés, ça nous permettra sur des grandes échelles, à grande échelle, en tout cas, peut-être d'avoir des données un peu de
d'événements, d'autres outcomes qui sont comme les réhospitalisations, des consommations de soins aussi, d'autres éléments d'évaluation en fait de tolérance des traitements. En fait. Oui, tout à fait. Il y a Léopold, tu beaucoup lèves la de... main. Pardon, j'ai juste une petite question. Après, il y a une petite question aussi dans la conversation. Parce que du coup, on parle beaucoup de faire les évaluations gériatriques ou du moins repérer la fragilité, etc., en pré-thérapeutique. Mais du coup, est-ce qu'il y a des études qui voient ce que ça donne pendant les traitements? Ou par exemple, s'il faut faire un changement de traitement? Ou est-ce que Donc, vraiment on se focalise sur le pré-thérapeutique et on bah là, verra? dans tous les essais, c'était en début de prise en charge. Mais par contre, donc, il y en a certains qui ont suivi le patient pendant 3 ou 6 mois après, en réévaluant un petit peu les choses, mais pas avec une évaluation aussi large, mais en tout cas avec une attention particulière. Je pense que c'est difficile de refaire régulièrement tout ça, mais c'est vrai que dans l'idéal, c'est ce qu'il faudrait faire. Après, en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a une grande hétérogénéité dans une étude qui s'intéresse à tout un ensemble de cancers. On ne peut pas tellement refaire en cours de route. Il y a des patients qui vont aller vers un traitement curatif, d'autres qui vont aller vers un traitement qui va devenir un peu, entre guillemets, chronique, ou alors, en tout cas, qui vont garder pendant plusieurs années. Et puis, à l'inverse, il y a des indications où bah, quasiment tous les 6 mois, on va changer de traitement jusqu'à ce que l'issue soit fatale. Donc, c'est pas évident. Après, si on essaye de construire des essais plus homogènes, bah, on a plus de mal à recruter aussi. Donc, voilà, c'est pas facile, hein. Et il y avait une question donc, dans le chat sur oui, voilà, les oncogériatres en RCP. Alors là, c'est vrai que ce serait génial si on pouvait présenter tous les patients dépistés à un ou une oncogériatre rapidement et avoir leur avis pendant la RCP. Alors là, ce serait le top du top. Après, je dirais si c'est pas pendant la RCP, mais qu'il y a une discussion ouverte avant avec l'oncologue, ça peut probablement suffire. Mais c'est sûr que ce sera encore mieux pendant, puisque si on discute de changement de traitement, bah, avoir l'oncogériatre avec nous, c'est encore mieux. Après, voilà, selon les centres, je ne sais pas trop quelles sont les pratiques ailleurs. Nous, maintenant, ça s'est un petit peu plus standardisé, c'est-à-dire que quand on a une évaluation cogériatrique, on nous répond quand même de façon assez claire sur les différents traitements qu'on peut envisager ou qu'on ne devrait pas envisager. Donc ça, cette partie-là, ça c'est quand même bien décanté, parce que il y a quelques années, on avait tendance à dire, bah, finalement, on nous répond un peu toujours la même chose, etc. Donc ça nous encourageait pas trop. Maintenant, on a quand même des indications un peu plus directives, on va dire, mais c'est bien, c'est ça qu'on cherche aussi, hein. Et puis, voilà, ce qui manque chez nous, mais c'est pareil, c'est une question de ressources, hein, c'est le suivi des actions qu'on peut mettre en place sur les fragilités dépistées, quoi. Enfin, diagnostiquées. Méditation. En effet, la complexité, dans des gros centres où il y a des RCP tous les jours, en fait, on pourrait passer notre journée à assister à des réunions, donc on ne pourrait pas avoir de patients. Donc en fait, c'est un peu ça la difficulté, c'est que le temps qu'on a, c'est vrai qu'on préfère le consacrer à évaluer des patients, mais effectivement, il y a un temps d'échange qui est compliqué parce que entre envoyer un compte rendu et puis des fois discuter en live d'un patient et entre collègues, c'est peut-être parfois plus productif, mais c'est vrai que il faut organiser ces temps-là. En plus, déjà, des temps d'RCP et les temps des oncologues sont contraints, donc c'est pas toujours facile. Alors, dans les petites structures, je sais qu'il y a des collègues oncogériatres qui assistent au RCP, hein, dans des structures où il n'y a qu'une seule RCP par semaine, ça Oui. arrive. Et parfois, ce sont des IPA en oncogériatrie, on va dire, qui assistent aussi au RCP, donc qui peuvent en plus, l'avantage, c'est de transmettre, si le patient a pu être évalué en amont, transmettre les résultats en direct un petit peu. Parce que donner un avis sans avoir vu le patient, pour nous, c'est impossible. Enfin, sans avoir eu Oui. d'évaluation gériatrique en amont, on ne peut pas donner d'avis sans avoir évalué le patient. Donc ça nécessite une organisation, en tout cas, particulière. Donc, c'est pas forcément possible dans des grosses structures, je pense. Mais effectivement, c'est idéal si c'est possible.
Alors, je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Mais en tout cas, même si effectivement l'effectif des participants a réduit au cours de l'après-midi, en tout cas, l'avantage c'est surtout que ce soit enregistré. Et ça, c'est vrai que c'est tout à fait, on pourra revisionner sans problème. Et ça, c'est vraiment très intéressant d'avoir cette vision un peu globale de l'état des lieux de la littérature pour effectivement promouvoir l'oncogériatrie. Bien, je te remercie, Florian, et puis je remercie tous les participants d'être restés jusque-là. Et puis, donc, nous préviendrons de la mise à disposition des liens vers le replay, mais ce sera peut-être pas avant 10 jours au moins pour le temps voilà, de nettoyer les vidéos, enfin en tout cas de les mettre accessibles sur YouTube. Voilà. Ben, merci beaucoup, merci à tous Merci à et bonne tous. fin de journée alors.